Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne AR15 Nation Tacticale. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification qui vous permettra de pouvoir voir les futures vidéos. Donc nous allons commencer une nouvelle vidéo aujourd'hui, de suite après ça. Donc, la nouvelle vidéo aujourd'hui, le Lebel M93, le fusil français qui a marqué l'histoire de France. Alors, à cette époque, la France était crainte pour son armée, pour son armement, pour sa culture et pour son patriotisme. Ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Donc, je voudrais revenir sur ce petit passage d'histoire sur la Première Guerre mondiale qui, pour moi, a une importance capitale dans le sens où, si on s'intéresse à l'armement, on est obligé, entre guillemets, si j'ose dire, culturellement parlant, de s'intéresser à tout ce qui est armement antérieur pour pouvoir comprendre l'évolution d'aujourd'hui et notre histoire. À l'époque, notre pays savait faire des armes. Nous étions un pays assez riche pour pouvoir faire des armes de haute qualité, notamment le Lebel M93 qui se trouve ici devant vous. Donc M93, ce qui signifie modifié 1893, ça j'y reviendrai tout au long de la vidéo. Donc, étant donné que je suis français, donc il était pour moi nécessaire, voire primordial, de faire une vidéo sur l'armement français, sur notre histoire, sur notre culture et ainsi que notre détermination dans le monde du combat pour l'époque et encore aujourd'hui pour certains de mes collègues qui sont en OP. Donc ça me tenait quand même vraiment à cœur de rendre hommage à tous nos braves poilus, piou-piou, comme vous préférez, enfin poilou, piou-piou, piou-piou. Je reviendrai un jour là-dessus, parce que ça c'est des mots particuliers qui étaient utilisés à l'époque. Donc pour nos braves fantassins de l'époque, pour notre armée, qui se sont battus, qui sont morts, en fait pour pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, vous voyez le résultat que ça donne. Donc, ne les oublions jamais. Nous avons tous dans notre famille des gens qui ont combattu, des gens qui ont donné leur vie, qui se sont sacrifiés jusqu'au plus jeune âge, entre 16 et 20 ans, 30 ans, pères de famille, réservistes, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Des femmes qui sont restées au foyer, s'occupant des cultures, s'occupant de tout le reste. Parfois, on en parle pas souvent, notamment des infirmières, notamment des femmes qui ont relevé le pays, qui travaillaient dans les manufactures d'armes, notamment Saint-Étienne, Tulle, Châtellerault et j'en passe, dans les fabrications d'obus, munitions et tout ce qui s'ensuit. Donc les amis, nous allons faire la vidéo sur le Lebel M93, qui est un fusil pour moi légendaire, qui a contribué à notre victoire, si j'ose dire, sur le champ de bataille. Donc, alors, pour commencer, nous allons faire l'historique du Lebel M93, enfin du Lebel en général. Donc le Lebel M93 a été conçu par un groupe d'ingénieurs français, dirigé donc par le colonel Nicolas Lebel. Donc le développement du fusil a commencé en 1880. Il a été adopté par l'armée française en 1887. Donc il a été conçu pour remplacer le fusil Chassepot, pour ceux qui connaissent, qui était en service depuis 1866. Donc, le Chassepot était un fusil à percussion, ce qui signifie qu'il devait être chargé et tiré un coup à la fois. Donc, le Lebel, donc M93, ici présent devant vous, quant à lui, était un fusil à verrou à répétition, qui lui permettait de tirer plus rapidement. Donc, il a été également conçu pour utiliser une nouvelle munition, donc la 8 mm Lebel, autrement dit la cartouche bouteille, qui n'est pas sans défaut, ça je vais revenir aussi dans la vidéo. Donc la cartouche était beaucoup plus puissante et beaucoup plus précise que toutes les cartouches précédentes, utilisées notamment avec le Chassepot, comme je viens de vous l'expliquer. Donc alors le fonctionnement du fusil Lebel était relativement simple. Donc fusil à répétition, à verrou, actionné par une poignée, donc levier d'armement. Le fusil avait 8 coups, donc c'est un chargeur tubulaire pour l'époque, ce qui n'est pas sans défaut. J'y reviendrai aussi là-dessus. Je vais revenir aussi là-dessus dans plus de détails. Donc son poids, bien évidemment, qui était relativement lourd. Donc l'encombrement, comme je viens de vous l'expliquer, au niveau de la longueur. Donc là, j'ai mis une nouvelle disposition du fusil pour que vous puissiez mieux le voir. Donc
Là, vous avez en face de vous donc une arme qui est complètement dans son jus. J'ai bien dit complètement dans son jus. Elle n'a subi aucune rénovation de ma part. Je devais, mais tout compte fait, je pense que je vais le laisser tel que. Donc nous sommes sur un bronzage pur jus d'origine. Il est légèrement piqué, donc ce qui est tout à fait normal pour une arme de cette époque, par rapport où il a été trouvé. Donc c'est un fusil qui a servi sur le champ de bataille, ça je tiens à le préciser. Il n'a pas été trimballé à droite à gauche. C'est un engin qui vient de famille, éloignée, donc je sais exactement à qui il a appartenu. Donc il a servi sur Verdun, il a servi sur la Marne, bien évidemment, Saint-Mihiel aussi, etc., etc. Donc, vous avez ici devant vous une arme avec une histoire pure et dure, qui bien évidemment a servi, puisqu'à l'époque on pouvait ramener son arme chez soi. Et donc moi j'estime qu'il est dans un état exceptionnel, malgré certaines piqûres qu'il a, comme je viens de le dire, ce qui est tout à fait logique et normal, mais je vais le laisser tel que, je pense que je ne vais même pas y toucher. Bon, évidemment, je l'ai tout démonté, j'ai tout graissé, tout huilé, comme il se doit pour une arme de collection. Il est au même numéro, donc c'est un monomatricule, donc ce qui est relativement rare à trouver à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est une arme qui me tient à cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau patriotisme, puisque on ne parle pas assez de notre pays à l'époque, et je pense qu'on a souvent tendance à le négliger, et pour les novices, et tous ceux qui veulent faire de l'armement, qui débutent dans l'armement, n'oubliez jamais une chose, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'époque, nous étions un pays qui était craint pour son armée, craint pour son armement, craint pour ses industries. Les industries d'armement étaient à foison en train de tourner, nous avions créé des armes fantastiques, magnifiques, avec de l'acier, du vrai acier, quelque chose de costaud, quelque chose de fiable. Notamment, pour en revenir à la dernière arme, bon, qui n'est pas typiquement française à 200%, mais ça, je ne ferai pas de vidéo là-dessus, parce que ça sert à rien, puisque je l'ai plus dans les mains malheureusement. Donc le FAMAS, notamment, qui était une arme exceptionnelle, qui a été remplacée par le HK416. Donc je ne ferai pas de débat là-dessus, mais bon, personnellement, ça me fait bien rigoler. Donc voilà, donc pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation, comme j'ai dit à plusieurs reprises, et on a vraiment oublié notre culture, franchement. Et ça me déplore, et ça me rend vraiment triste quand je vois certaines choses. Et et en tant que collectionneur, ayant quelques bonnes notions en histoire, Première Guerre mondiale, donc astro-prussienne pour commencer en 1870, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Indochine, Algérie, et j'en passe, hein, ce qui n'a pas été des guerres propres, hein, pour l'Indochine et l'Algérie notamment, surtout pour l'Algérie d'ailleurs. Pareil, je ne ferai pas de débat là-dessus, mais ça c'est une hérésie à ce niveau-là aussi, bref. Donc, pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour tous ceux qui font du tard, c'est très bien le tard, hein. Je ne dis pas le contraire. Au contraire, heureusement qu'il y a le tard, ça a été une bonne invention ça, parce que ça remet en circuit certaines armes historiques. Mais soyez conscients de l'historique de ce que vous avez dans les mains. Ce sont des armes qui ont fait notre histoire, ce sont des armes qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Enfin, ce que nous sommes, non, c'est pas ce que nous sommes aujourd'hui, mais enfin, nous bénéficions de certains droits, entre guillemets, pour le peu qu'il nous reste, grâce à tous ces hommes qui ont combattu, qui sont morts, qui sont encore 6 pieds sous terre, et qui sont encore disparus sur certains champs de bataille, notamment Verdun, donc la côte 304, Verdun, les Éparges, le bois brûlé, le bois de la soif, Saint-Mihiel, Albert, pour la bataille de la Somme, Longuillon, Fermont, etc., sont des champs de bataille que certains ne connaissent pas. Je vous invite à aller les visiter, je vous invite à vous recueillir sur les stèles, et vous verrez les âges, vous verrez les nationalités, vous verrez les cultures, hein, puisque à l'heure d'aujourd'hui, on fait beaucoup de débats sur les cultures juives, musulmanes, chrétiennes, etc., etc. Mais vous oubliez une chose pour certains, donc je ne fais de morale à personne, mais à l'époque, je dis bien à l'époque, toute nationalité confondue, toute race confondue, si j'ose m'exprimer ainsi, parce que j'aime pas ce mot race, donc toutes les cultures, toutes les religions se sont battues sur le champ de bataille, et notamment sur Verdun. Ça, il va bien falloir le comprendre un jour. Donc tout ce qui est colonial, tout ce qui est colonie, on a bien su les employer, les utiliser. Il ne faudra peut-être pas l'oublier. Que ce soit le Maghreb, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Asie, etc., etc.,
N'oublions jamais que ces gens-là se sont battus pour nous. Donc respect pour toutes ces générations qui malheureusement aujourd'hui, certains ne les respectent pas. Je parle de leur famille pour certains, mais vous oubliez tous une chose, c'est qu'ils se sont battus à nos côtés, parfois forcés, bien évidemment, puisque c'était les colonies, mais il ne faut pas oublier qu'ils se sont battus aussi pour nous. Donc, toutes ces armes, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale aussi, notamment, donc tout ce qui est Lebel, MAS 36, etc., sont des armes qui ont combattu, qui ont fait notre histoire, culturellement parlant. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais mettre au niveau de ça. Donc on va revenir sur le fusil Lebel. Donc le fusil Lebel a été aussi, et ça, je vais essayer de joindre des documents d'époque. Je ne sais pas si je vais remettre la main dessus, puisque je crois que je les ai plus d'ailleurs. Malheureusement, je crois que je les ai perdus. Ça, c'est une honte pour moi. Enfin bon, des documents d'époque avec certains fantassins allemands qui avaient récupéré donc des Lebel qui étaient estampillés avec la couronne impériale allemande de l'époque, notamment aussi pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des fusils Lebel récupérés par l'armée allemande. Ça, il faut le savoir. Il était assez convoité par l'armée allemande, alors qu'ils avaient le Mauser 98, que vous connaissez tous sur la vidéo que j'ai faite, donc je vous renvoie sur la vidéo pour ce qui concerne le Mauser 98, si ça vous intéresse. Donc vous avez ici devant vous donc un petit panel, je me suis permis de mettre quelques pièces, historiquement parlant, pour compléter un petit peu la vidéo sur le Lebel M93. Donc vous avez ici donc une serpette, complètement d'époque, donc d'ailleurs elle était avec le fusil, avec le lot, si j'ose dire, avec le fusil, donc nous avons une serpette, donc alors ça, celle-ci elle est datée de 1914, elle est complètement d'origine, ça a été rajouté pour l'époque, donc le petit crochet qui a été fait ici a été rajouté donc pour l'époque, pour pouvoir l'attacher au ceinturon avec un espèce de petit crochet, enfin sur le crochet du brelage, donc la tenue je peux pas vous la mettre parce que j'ai pas assez de place, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui vient du combattant qui avait ce fameux fusil. Donc, alors les serpettes, c'est ce qu'on appelle, et là on va être un petit peu hardcore, du nettoyage de tranchées. Donc je vous fais pas un dessin, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez tous compris à quoi ça servait. Donc voilà, là nous avons donc un engin qui se trouve devant vous, qui lui a quand même fait pas mal de massacres. Donc, la baïonnette, j'en ai plusieurs. Donc là, je vous ai sorti un modèle, donc ce qu'on appelle cycliste, entre guillemets. Hein. Bon, c'est un petit peu aléatoire le mot. Hein. Donc, baïonnette raccourcie pour pouvoir faire donc un poignard ou un couteau de tranchée. Donc, évidemment, parfaitement adaptable sur le fusil. Donc, pour éviter un encombrement à l'époque, donc il le faisait aussi. Celle-ci, c'est pareil. Elle n'a aucune modification. Elle est complètement d'origine. Donc, vous voyez, avec son manche en laiton, etc., avec le quillon. Donc nous sommes sur une baïonnette avec quillon. Donc vous voyez, voilà, là vous avez une belle pièce devant vous. Donc ça fait partie aussi du fusil. Ensuite, pour ce qui concerne l'équipement, entre guillemets, je ne mets pas tout parce que j'ai pas assez de place. Donc le couteau de tranchée, donc Georges Paget. Donc voilà, complètement d'origine aussi. Pareil, c'était avec ça. Avec son fourreau en cuir d'époque, donc relativement rare à trouver. Malheureusement, je n'ai pas de le vengeur. Donc j'aurais bien aimé en avoir un, mais bon, bref. La petite montre à gousset. La pipe, la boîte de graisse, le képi. Il n'y a pas le numéro de régiment, malheureusement, dessus. Donc la munition Lebel. Donc là, voilà. Donc voilà ce que c'est une munition Lebel d'époque. Donc 8 mm Lebel, la cartouche à bourrelet. Donc, alors, à savoir une chose sur la cartouche 8 mm Lebel. Donc elle n'est pas sans défaut, comme vous le savez, puisqu'on appelle ça une cartouche à bourrelet. Quelle est la différence entre une munition à bourrelet et une munition à gorge? Donc en fait, ce qu'on appelle le bourrelet, donc c'est cette partie-là. J'espère que vous allez bien la voir. Donc voilà, cette partie ici. Donc hein, vous voyez, ça fait un bourrelet, hein, c'est simple à comprendre. Et une munition à gorge, c'est comme la munition Mauser, la 7,92 Mauser, qui est une munition à gorge par rapport au cul de la munition. Donc voilà. Alors la munition 8 mm Lebel, elle avait un certain défaut, c'est-à-dire par rapport à sa conception au niveau ce qu'on appelle une munition bouteille, notamment le Chauchat, donc énormément de problèmes avec le Chauchat, et le Lebel FT-17, donc qui était un des premiers fusils semi-automatiques, par rapport à son emplacement par rapport au chargeur. Donc malheureusement, je n'ai pas de Chauchat, donc je vais vous joindre une photo ici, sur le Chauchat. Donc son chargeur 2001, ce qu'on appelle un chargeur 2001 qui était complètement ouvert, donc lui,
était sujet à énormément d'enrayage et d'encrassement, puisque, en fait, comme il était ouvert, et bien évidemment, toute la boue, à l'époque, hein, puisqu'on était dans les tranchées, la boue, etc., s'accumulait, bien évidemment, au niveau du chargeur, et ça ramenait une certaine défaillance par rapport à l'arme en elle-même. Donc, évidemment, la cartouche 8 mm Lebel a été remplacée, d'ailleurs, par la 7.5, hein, par la suite, hein, comme vous le savez tous, puisqu'en fait, elle a été abandonnée par rapport à sa forme, qui avait certaines contraintes, et ça a amené certaines contraintes pour pouvoir faire un armement beaucoup plus, on va dire, efficace et beaucoup plus fiable. Donc, la munition Lebel n'est pas sans défaut. Alors, le fusil Lebel était un fusil très performant sur le champ de bataille. Ça, je vais y revenir aussi. Il était fiable, précis, et il pouvait atteindre des cibles à une assez longue distance, donc une distance assez importante sur plusieurs centaines de mètres. Donc il a été utilisé par l'armée française évidemment pendant la Première Guerre mondiale, aussi pendant la Deuxième. Il y a eu des modèles, donc notamment le R-35. Il a été un atout précieux pour les troupes françaises. Il a contribué donc à leur victoire. Si j'ose dire, entre guillemets. Bon, il n'y a pas que ça, mais bien évidemment, il a quand même fait une sacrée contribution à l'impact sur le champ de bataille, avec ses avantages, ses inconvénients et ses défauts. Donc, alors, pour les caractéristiques détaillées du fusil en lui-même. Donc, nous avons un fusil qui mesure 1,30 m. Nous avons une longueur de canon de 80 cm, un poids de 4 kg 180, alimenté par 8 cartouches, chargeur tubulaire. Alors, le fusil Lebel n'est pas sans défaut, comme je viens de le dire, pour plusieurs raisons. Donc, notamment le chargeur tubulaire. Alors, le chargeur tubulaire, comme vous le savez tous, pouvait amener à des défauts d'alimentation par rapport aux munitions. Ils se sont aperçus à un certain moment donné, sur certaines munitions, sur certains lots de munitions, que les ogives, en fait, s'enfonçaient dans l'étui à force de charger le chargeur tubulaire, donc en appuyant dessus. Donc, il pouvait y avoir des défauts à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est une arme relativement encombrante. Bien évidemment, hein, vous voyez la longueur, donc c'était pas sans gêne qu'il fallait le trimballer sur le champ de bataille. Donc, pour les performances de la munition Lebel. Donc, nous sommes sur une munition qui est à 700 mètres, donc seconde, avec une portée pratique pour ce qui concerne donc le fusil. On parle bien de portée pratique, donc ce sont des données de l'époque, attention, portée pratique de 250 mètres, et une portée utile maximale de 2000 mètres. Bon, bien évidemment, tout ça c'est à prendre avec des pincettes, hein, c'est aléatoire. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo donc, vous plaît, parce que bon, je vais un petit peu continuer sur certains détails par rapport au matériel français que vous avez ici devant vous. J'aurais bien aimé faire beaucoup plus que ça, mais malheureusement, la vidéo ne me permet pas de pouvoir tout mettre, ou alors il va falloir que je fasse des coupures, donc ça va être compliqué. Donc je ferai peut-être une autre partie là-dessus, sur un petit peu d'équipement, par rapport à l'armement, pour que ça fasse une vidéo globale sur le matériel qui va autour. Donc vous en avez un petit peu donc, ici. Donc par contre là, vous avez devant vous une gourde parfaitement d'origine ici. Donc c'est une gourde de chasseur. Par rapport à la couleur, hein, ceux qui sont collectionneurs le savent, je ne vais pas leur faire un dessin. Donc là, vous avez la configuration initiale d'origine. Donc ça se met comme ça. Hein. Donc le quart qui vient ici, ça se met comme ça. Donc le bouchon est d'origine, tout est d'origine, donc relativement rare. La ficelle est d'origine, rien n'a été touché. Pareil pour le bouchon avec le liège, très dur à trouver. Tout à fait, la bretelle complètement d'origine. Bon, tout ça, ça vient du même lot, bien évidemment. Donc voilà. Donc là, vous avez donc la gourde avec le montage comme il se doit à l'époque. On croirait qu'il y a, je vais pas dire qu'elle est neuve, mais bon, on croirait qu'elle est, voilà. Donc avec son petit lacet au niveau de sa sacoche en feutre, voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu le matériel. Donc le casque Adrien modèle 1915, ici présent. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, avec l'intérieur complet d'origine, bien évidemment, puisqu'en fait, je ne fais aucune collection sans avoir des pièces, je ne vais pas dire exceptionnelles, mais presque, sans vouloir me vanter, hein, c'est pas du tout le cas, puisque je suis quelqu'un d'humble. Donc ça a été relativement difficile à pouvoir les avoir, puisqu'en fait, bon, comme vous l'avez compris, il s'agit d'un lot d'un ancien fantassin. Mais comme ce sont des amis de longue date qui étaient des amis de mes parents, donc comme ils me connaissaient bien, j'ai réussi à les récupérer. Donc voilà,
Ça, c'était pour la petite aparté. Donc, si vous avez dans votre famille du matériel, comme je viens de vous présenter, à peu près, etc., ne les vendez pas. Ou alors, vous en faites don à des gens qui sont passionnés, des gens qui vont respecter la chose, ou alors à des musées, éventuellement. Faites attention à ce genre de choses parce que toutes ces pièces de collection ont tous ce que je dirais, moi, une âme. Donc, c'est du matériel qui a été utilisé, c'est du matériel qui parle, pour moi, entre guillemets, hein, si j'ose dire. Donc, soyez bien conscients que si ça vient de votre famille et que vous n'en avez rien à faire, eh ben, ne les jetez pas déjà d'une, n'allez pas les donner à n'importe qui, n'allez pas les donner à quelqu'un qui va faire du business, autrement dit, qui va aller le vendre sur Nature eBay, par exemple, hein, parce que je trouve ça honteux, inadmissible. Donc, heureusement que nous, amateurs, collectionneurs et passionnés d'armement, que ce soit pour la Première, Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, etc., sans vouloir tous les citer, heureusement que nous sommes encore là. Nous sommes de moins en moins nombreux, malheureusement. Donc j'espère que mes vidéos vont pouvoir faire en sorte que certains s'y intéressent un peu plus que ça, et que ça puisse perdurer dans le sens où, de fil en aiguille, nous commençons à perdre notre patrimoine, et grâce à des collectionneurs privés comme nous pouvons encore remonter le niveau et essayer de conserver des belles pièces pour pouvoir conserver aussi notre culture de l'époque et pouvoir la transmettre à nos futures générations. Donc la vidéo va surtout dans ce sens-là. Donc, et puis pour tout le monde, bien évidemment, pour le tard. Donc je ne sais pas s'il y en a qui tirent avec un lebel au niveau du tard. J'en ai pas eu connaissance jusqu'à maintenant. Donc, alors attention, hein, c'est vraiment un fusil. On n'est pas sur la TLD, hein, je tiens à le préciser. Hein, n'essayez pas de faire du 10 avec ça. Donc, n'allez pas vous mettre des idées préconçues dans la tête. Hein, c'est une arme de collection. Donc le but du jeu, c'est d'être passionné, de la respecter, d'aller faire du tar avec, bien évidemment, bien sûr. Ça demande un entretien particulier parce que c'est une arme de collection, ça ne s'entretient pas tout à fait de la même façon qu'une arme actuelle, comme sur mes vidéos pour les AR-15 et tout ce qui concerne les armes de poing. Donc, les amis, cette vidéo qui me tenait à cœur sur le Lebel M93, donc M93, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, c'est la modification 1893. Donc, je fais un petit récapitulatif. Donc, il a été adopté en 1887 par l'armée française et sorti en série jusqu'en 1916. Alors, oui et non. Donc, alors, pour les vitesses initiales de la munition, donc je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire, hein, on refait un petit tour rapide. Donc, on est à 700 mètres secondes avec une portée pratique de 250 mètres et une portée maximale de 2000 mètres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des données de l'époque. Donc, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle me tenait à cœur, comme je l'ai dit, je me répète, je sais, mais je tenais vraiment à la faire. Donc là, je vous ai mis une vue globale du fusil avec les munitions. Donc j'ai enlevé tout le matériel autour pour que vous puissiez voir le fusil en lui-même. Donc, merci à tous de votre intérêt pour mes vidéos. Merci de me soutenir. J'apprécie énormément votre soutien. N'oubliez pas d'aller dans la rubrique communauté. J'y mets poste assez régulièrement des choses intéressantes et des informations intéressantes pour vous. Elle a été faite pour vous. N'hésitez pas à communiquer entre vous sur les commentaires, dialoguer entre vous hein, dans la bonne humeur et la bienveillance. Merci à tous pour la vidéo. Je reviendrai plus en détail sur les modèles que j'ai présentés de collection. Donc merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.